Très bien, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christian Bretto, je travaille à l'Université de Genève, à l'Institut des sciences de l'environnement, et suis politologue de formation. Donc, on aura une présentation qui va passablement différer par rapport à la précédente, avec un angle d'attaque beaucoup plus basé sur les modalités de gouvernance du fleuve. Donc, Martin Guespero et Sébastien l'ont très bien indiqué, ont indiqué l'importance de la part suisse, notamment dans le soutien à l'étiage, et à des moments ponctuels de l'année, ce qui montre très bien l'importance d'avoir des mécanismes de coordination à l'échelle franco-suisse et de discuter de ces problématiques entre les acteurs. Donc ma présentation d'aujourd'hui s'intitule donc « Analyser, conceptualiser et proposer le système de gouvernance d'un fleuve », ce qui représente les principales lignes du cahier des charges qui a été attribué au projet de recherche GouvrRhône, qui a démarré maintenant il y a bientôt 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Donc, pourquoi, tout d'abord, s'est-on intéressé au Rhône et quels sont les intérêts de s'intéresser pour ce fleuve? Tout d'abord, on voit que le fleuve a longtemps été considéré comme un outil de production. C'est un facteur qui est très clair tant à l'amont du lac Léman qu'à l'aval du lac Léman, avec notamment l'irrigation agricole, mais aussi la production hydroélectrique. Depuis les années 70, également de nouveaux usages, avec la production et l'énergie nucléaire. Également un intérêt puisque le Rhône ne fait pas l'objet d'une instance de coordination à l'échelle transfrontalière et on a des opérateurs qui ont des cahiers des charges importants pour la gestion du fleuve. À l'échelle suisse, on a effectivement les services industriels de Genève qui gèrent le Rhône à travers des contrats de concession depuis Genève jusqu'à la frontière suisse. Depuis la frontière française, suisse-française, la CNR principalement qui va avoir une influence importante sur la gestion des débits du fleuve. Également VNF et EDF de façon plus ponctuelle. Et dernier intérêt, ou un intérêt de plus plutôt, la gouvernance à l'échelle transfrontalière qui est sous tension, comme le montrent ces quelques manchettes de journaux que j'ai sélectionnées principalement en Suisse, je crois d'ailleurs, avec à la fois des questions sur la gestion du lac Léman, qui est gérée principalement par un accord entre cantons suisses uniquement, également des remous pour la gestion d'opérations ponctuelles telles que les chasses sédimentaires, mais aussi pour le soutien de certains usages, et certains usages qui peuvent être particulièrement importants, tels que la production nucléaire. Ce Rhône est également intéressant à étudier puisqu'il se situe dans un contexte de changement important. Alors évidemment, on a tout d'abord ce changement climatique qui est extrêmement présent, comme l'a très bien montré Sébastien, avec la question de l'évolution des débits moyens du Rhône, la question également de la température et de l'élévation de la température moyenne du fleuve et de l'intensification des extrêmes. Alors pour l'instant, on parle surtout de problèmes de sécheresse, mais effectivement, les problèmes de crue inondation peuvent également être présents. Autre type de changements sur lesquels nous travaillons, les changements économiques, avec les effets de la libéralisation du marché de l'électricité à l'échelle européenne, avec également la fin de contrats de concession structurants sur le Rhône français et l'opportunité ou la possibilité de repenser ou de penser à ce que peut être la gouvernance du fleuve à l'échelle nationale, mais également à l'échelle transfrontalière. Troisième changement, les changements politiques, avec l'évolution des politiques énergétiques à l'échelle européenne. On voit que de nombreux pays tentent de se détourner de plus en plus de la production nucléaire pour aller vers la production d'énergie renouvelable, avec la question de savoir quels seraient les effets pour la production hydroélectrique. Et enfin, dernier type de changement, les changements législatifs, avec très clairement, depuis les années 70, tant aux échelles nationales, suisses, françaises, qu'avec l'instauration de nouveaux cadres réglementaires, l'intensification des normes environnementales, et la question de savoir comment concilier les stratégies de production hydroélectrique et cette volonté de porter de plus en plus d'emphase sur les énergies renouvelables et la protection des écosystèmes. Donc dans ce cadre, le projet de GouvrRhône a été lancé en mai 2012 pour une période de 36 mois. Un projet qui est donc mené à l'Université de Genève, dirigé par Gerdine Flieger, avec qui je travaille pour la réalisation du projet, et des partenaires du projet qui sont assez larges, avec des représentants de différents types de secteurs et d'acteurs, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'Adrial Rhône-Alpes, côté suisse, l'Office fédéral pour l'environnement, les cantons de Genève et de Vaud, Électricité de France, les services industriels de Genève, et un projet qui se fait sous l'égide ou qui utilise la plateforme de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Donc on a une grosse partie du projet de recherche est maintenant passée, nous sommes actuellement dans la dernière phase et on devrait pouvoir donner nos conclusions au milieu de l'année 2015. Donc quels sont les objectifs de ce projet ?
Tout d'abord, mieux connaître et maîtriser les modalités actuelles de gouvernance du Rhône dans une perspective transfrontalière. C'était une des grandes, en tout cas pour nous, chercheurs, une des grandes surprises que l'on a eues quand on a commencé à travailler sur cet objet, de voir que l'on avait vraiment une multiplicité d'acteurs et d'accords, souvent de droit privé, entre ces différents acteurs, donc une certaine complexité et opacité du système. Donc la question de savoir comment ces mécanismes de gouvernance fonctionnent-ils concrètement, quels sont les accords, quel type d'accords, quels sont les acteurs et qui sont les acteurs qui vont venir arbitrer ou venir centraliser toutes les informations. Autre objectif, évaluer les modalités de coordination des différents usages, enfin, notamment comment les potentielles rivalités d'usage ou les rivalités existantes sont régulées entre les acteurs. Est-ce qu'un acteur fait arbitre? Est-ce qu'il y a vraiment un arbitrage qui se fait? Est-ce que l'on arrive à anticiper les rivalités avec une coordination entre les différents secteurs d'activité? Troisième objectif, confronter ces modalités de gouvernance aux différents changements expérimentés par le système de gouvernance, voir notamment si les accords qui existent aujourd'hui, la façon dont on régule les rivalités peut tenir le coup si le système venait à changer considérablement, notamment à travers un changement au sein de la configuration d'acteurs ou à travers une récurrence d'événements extrêmes tels que les étiages qui pourraient mener à des tensions de plus en plus exacerbées. Donc voir, en d'autres mots, quelle est la capacité d'adaptation au changement du cadre institutionnel, voir s'il est suffisamment robuste, suffisamment flexible pour s'adapter à ces différents changements. Et dernier objectif, envisager l'évolution de ces modalités de gouvernance selon différents modèles théoriques et empiriques. Donc voir quels sont les problèmes, avoir, si l'on veut, une espèce de photographie de la situation actuelle, et à partir de cette photographie, identifiant les forces et faiblesses du système, voir comment adapter la gouvernance à l'échelle franco-suisse, transfrontalière, et proposer des pistes de solutions ensuite aux partenaires du projet. Donc comme vous l'avez compris, nous nous concentrons sur un tronçon en particulier, qui est le tronçon allant du Léman à l'agglomération lyonnaise. Alors évidemment, l'idéal aurait été d'étendre ces limites. Malheureusement, pour une durée simplement de temps, sur 36 mois, on a jugé qu'il était opportun de restreindre le périmètre d'études et vraiment de le centrer sur le périmètre où on avait les choses les plus intéressantes à étudier, du point de vue franco-suisse, évidemment. Donc forcément, on est ici dans le périmètre franco-suisse. On a aussi un périmètre qui est important puisqu'il rassemble un nombre important d'acteurs à la fois suisses et français, à la fois publics et privés. On a également à la fois la forte empreinte hydroélectrique qui est très présente, mais aussi une centrale nucléaire, la centrale de Buchet. Donc, vraiment un ensemble de rivalités symptomatiques que l'on a considéré intéressant à étudier. Nous avons utilisé 5 portes d'entrée pour comprendre comment le système fonctionne. Tout d'abord, nous sommes rentrés à travers la production hydroélectrique, en travaillant sur vraiment les mécanismes de coordination amont-aval, comment est-ce que les opérateurs collaborent, quel type de documents, quel type d'accords sont en place pour soutenir cette collaboration, que se passe-t-il s'il y a des accroches ou des tensions au sein de cette configuration. Nous avons travaillé également sur les niveaux du lac Léman, comment est-ce que le niveau est réglementé. Comme on l'a vu, comme l'a brièvement mentionné Sébastien, on a un lac Léman qui est essentiellement réglementé par un acte intercantonal suisse, avec, malgré la partie sud du lac qui est française, la non-implication de la partie française dans la régulation des niveaux, et donc des implications importantes sur les quantités d'eau qui vont partir à l'aval de Genève. Troisième porte d'entrée, la gestion sédimentaire, en nous concentrant sur des événements particuliers, des trigger points, comme on dit dans le jargon de sciences politiques, voir quelles sont vraiment les problématiques de gestion sédimentaire. Nous avons passablement travaillé sur la question des chasses, notamment les chasses de verbois, pour voir comment ces événements étaient régulés, quelles pouvaient être les forces de ce système de régulation, mais aussi ses faiblesses. Quatrième port d'entrée, les prélèvements, avec l'agriculture, les prélèvements, la production d'eau potable et le refroidissement des centrales nucléaires. Et enfin, dernière port d'entrée, la coordination amont-aval et la gestion des extrêmes. Alors là, j'ai mis une photo d'inondation. On peut très bien parler, et surtout parler peut-être, des cas de sécheresse et d'étiage. Donc voilà à quoi ressemble le système de gouvernance à l'échelle transfrontalière aujourd'hui. Donc on va essayer d'aller un peu plus en détail en regardant comment fonctionne le système côté suisse et côté français. Donc côté suisse, on voit tout d'abord qu'on a un ensemble de dispositifs de droit public passés entre acteurs publics principalement. On a ces niveaux du Léman qui sont définis par un acte intercantonal de régulation défini par les parties suisses uniquement. Donc là vraiment les cantons de Genève, Vaud et Valais qui ont négocié un accord sous l'égide de la Confédération pour définir ces niveaux.
On voit qu'on a un opérateur qui est contraint par cet acte, donc les services industriels de Genève qui doivent respecter les cotes dans leur politique de production, mais qui néanmoins dispose d'une certaine liberté, tant que la marge est respectée, tant que la fourchette est respectée, pour adopter leur propre stratégie de production hydroélectrique. Et enfin, la position intermédiaire du canton de Genève, qui fait le lien entre l'amont et l'aval, entre la partie suisse et la partie française, mais qui est également détenteur d'une part du capital action, de dotation de l'entreprise SIG, donc qui a aussi un rôle important dans la définition du cahier des charges et de la stratégie de production de l'opérateur. Côté français, on a une situation qui diffère passablement, avec un nombre plus élevé d'acteurs privés, avec passablement d'accords de droit privé basés généralement sur des dispositifs de droit privé, un opérateur du Rhône qui agit sous le modèle de la concession, la CNR, avec un modèle de gestion qui découle en partie de l'auto-organisation d'acteurs privés, qui vont pouvoir vraiment réglementer des accords à travers la négociation bilatérale. Jusqu'à récemment, relativement peu de velléité de la part des acteurs à être impliqués dans la régulation des usages amont. Jusqu'à présent, on avait vraiment cette importance du secteur hydroélectrique où, en fin de compte, la gestion du Rhône passait par le secteur et fonctionnait plutôt bien. Donc se préoccuper sur ce qui se passe à l'amont est néanmoins une question relativement nouvelle, en tout cas nouvellement formalisée, et avec un État central qui cherche à renforcer sa capacité de pilotage quant au mode opératoire du Rhône. Quelles sont les forces du système actuel à l'échelle transfrontalière? Tout d'abord, la forte capacité de régulation des cadres institutionnels français et suisses, avec des politiques publiques qui s'appliquent de façon cohérente des deux côtés de la frontière. Le maintien d'une certaine flexibilité néanmoins et d'une capacité d'adaptation grâce à l'auto-organisation des acteurs privés qui disposent d'une certaine marge de manœuvre pour négocier et pour adapter le système à leurs propres besoins. Donc si on veut un système taillé sur mesure pour et par la pratique des différents opérateurs, avec la possibilité d'ajuster ou de négocier ponctuellement ces accords. C'est notamment le cas des mesures d'exécution 2000, avec une possibilité, une porte ouverte en tout cas, pour la négociation qui intervient tous les 5 ans, qui n'est pas forcément prise par les acteurs, mais qui existe. Autre force, les capacités des acteurs publics et privés à réagir lors de crises. Comme l'ont montré notamment l'exemple de 2011, on a la possibilité d'avoir des arrangements ad hoc qui se mettent en place pour réagir rapidement. On a également une forte culture de coopération qui existe à l'échelle locale. Vous regardez notamment le pourtour du canton de Genève, vous avez un ensemble de contrats de rivière franco-suisse qui existent pour la gestion de l'eau. Le Rhône n'est pas encore aussi avancé dans la gestion transfrontalière. Néanmoins, cette culture existe déjà. On peut également citer le cas de l'aquifère du Genevois. Et enfin, dernière force du système, la participation des opérateurs privés à différentes instances de gestion du Rhône, à l'échelle nationale et transfrontalière, avec un ensemble d'arènes de discussion qui existent, même si la question quantitative ne dispose pas d'arènes formalisées en tant que telles pour la question transfrontalière. Les faiblesses du système, tout d'abord cette forte fragmentation institutionnelle, un nombre important d'acteurs qui se caractérisent par une forte diversité de statuts, un certain flou qui existe concernant la portée des interventions de chaque acteur, en tout cas un flou à l'échelle transfrontalière, lacune de coordination et absence de vision commune de la gestion du Rhône. Autre faiblesse, l'absence d'arène de discussion permettant de débattre des enjeux quantitatifs. Donc effectivement, la CIPEL existe essentiellement pour les questions qualitatives et permet également de discuter de façon informelle les questions quantitatives, mais pour l'instant, on a vraiment plutôt des initiatives ad hoc et non formalisées qui existent. Une structure de gouvernance basée donc essentiellement sur une approche sectorielle, jusqu'à présent, où vraiment le secteur hydroélectrique est extrêmement présent, et donc avec de plus en plus, comme le montre ce tableau, l'intégration croissante de nouveaux usages. Donc vous avez ici une relecture historique du cadre de gouvernance, un institutionnalisme historique, on pourrait dire, avec 3 phases qui sont définies. Une première phase allant de 1870 à 1970, une deuxième phase de 1970 à 2000 et la troisième phase de 2000 à aujourd'hui. On voit que d'un point de vue de la régulation, on passe très clairement d'une régulation monofonctionnelle orientée vers l'outil de production hydroélectrique vers l'inclusion croissante de nouveaux usages. On voit également que la spatialité du structure de gouvernance évolue en allant vers une gestion à l'échelle du bassin versant national pour de plus en plus prendre en compte l'échelle transfrontalière. Donc on voit à travers cette brève lecture du tableau que l'on tend vers une intensification de la complexité, avec une augmentation du nombre d'acteurs étant impliqués, avec la multiplicité des échelles d'intervention, des strates institutionnelles qui peuvent exister pour la gestion transfrontalière, avec le nombre croissant et important d'initiatives qui existent à différents niveaux institutionnels,
Et donc, face à cette augmentation de la complexité, nous avons essayé de réfléchir à quelles pourraient être des pistes d'adaptation des institutions. Donc l'idée, c'est vraiment une réflexion en termes de scénario de gouvernance. Qu'est-ce que pourrait être la gestion transfrontalière du Rhône, avec une réflexion qui est guidée à la fois par la théorie, donc qu'est-ce que la littérature dit sur la gestion à l'échelle transfrontalière ou à l'échelle d'un bassin versant, mais aussi qu'est-ce que la pratique dit, qu'est-ce qui a été fait, dans d'autres types de bassins versants, puisque malgré tout, on voit que, notamment au niveau européen, on a un ensemble d'architectures institutionnelles qui existent pour la gestion transfrontalière des fleuves. Donc on a développé 3 scénarios de gouvernance principaux, qui sont chaque fois mis en regard avec une étude de cas qui permet vraiment de comprendre comment cela se traduit sur le terrain. Un modèle intégré, avec la gestion classique et par bassin versant, soutenu la plupart du temps par une institution de gestion par bassin versant. Le modèle monofonctionnel, avec également ici une structure institutionnelle, mais qui est orientée pour la gestion d'un secteur d'activité en particulier. C'est notamment, par exemple, la commission pour la navigation du Danube, où vraiment on va essayer de regrouper, avoir une organisation faîtière du secteur pour une gestion à l'échelle du bassin versant. Et enfin, un modèle polycentrique, où ici l'idée est d'avoir différents types d'instances de décision qui sont plus ou moins coordonnées et qui parviennent, à travers les accords bilatéraux, à la fois à gérer les différents secteurs, mais aussi à maintenir une certaine flexibilité et capacité d'adaptation. Donc on a essayé d'avoir une typologie de ces différents scénarios. Donc, je ne vais pas aller ici dans le détail parce que c'est une exclusivité, on dira. On a vraiment travaillé sur ces différentes pistes, mais l'idée étant de proposer des sous-scénarios, des sous-possibilités, affiner les grands modèles théoriques pour voir comment est-ce qu'on peut aller d'une situation moins à plus intégrée, plus ou moins monofonctionnelle ou plus ou moins polycentralisée, puisque le système actuel pourrait être l'exemple d'une gestion purement polycentrique. Voilà, donc le projet se termine, et dans sa dernière phase, se termine en mai 2015. C'est un processus que l'on qualifie d'itératif qui vise à répondre aux enjeux identifiés et aux besoins des acteurs. C'est-à-dire que l'ensemble de ces scénarios doivent servir à quelque chose. Donc on va aussi retourner vers les acteurs pour voir quelle est leur perspective, affiner avec eux les différents modèles, avec le but, finalement, de fournir vraiment une boîte à outils qui puisse être utile aux différents acteurs de cette gestion du Rhône pour piocher et construire le scénario qui conviendra au mieux à la situation actuelle. Voilà, merci de votre attention.